L'Empire russe et l'Union soviétique, de vastes territoires s'étendant autour de Moscou. À mesure que la puissance et le territoire russe grandissaient, de nombreux peuples non russes se sont retrouvés sujets de la Russie. Après l'effondrement de la superpuissance communiste en 1991, des peuples comme les Ouzbeks, Turkmènes et Géorgiens ont découvert l'indépendance pour la première fois depuis des siècles, tandis que des millions d'autres non. La Fédération de Russie est la dernière version des nombreux empires russes, bien que plus petite. La Fédération de Russie d'aujourd'hui, comme les empires précédents, est comme une boîte avec toutes ses républiques entassées à l'intérieur. Le terme prison des nations, créé par Lénine, fondateur de l'URSS, désigne l'empire russe. Lénine prônait plus de décentralisation pour ses nombreux peuples. La chute du tsarisme en 1917 a créé de nombreuses nations éphémères, vite réintégrées après la victoire de l'armée rouge lors de la guerre civile russe. Cependant, Lénine a rapidement accordé aux nations reconquises une certaine forme d'autonomie à l'intérieur des frontières de la nouvelle URSS, en établissant de nouvelles républiques au sein de l'Union. L'intrigue se complique cependant, car Lénine a également choisi de créer des républiques à l'intérieur des républiques, en instaurant des républiques autonomes au sein du pays. Pour beaucoup des 190 ethnies non russes du pays, elles existent encore aujourd'hui, comme de petites poupées gigognes dans la grande du Kremlin. Mais comment la Russie est-elle devenue aussi grande et aussi diverse à l'origine ? Eh bien, pour résumer, d'une manière assez rapide. L'État russe trouve ses origines dans la Russe de Kiev, premier État slave oriental unifié au IXe siècle. 4 siècles plus tard, l'Empire mongol a envahi la Russe de Kiev, soumettant cette nation déjà divisée pendant 2 siècles. Les Mongols ont régné. La principauté de Moscou est progressivement devenue la plus puissante. Grâce à sa position stratégique et à la diplomatie de ses dirigeants, avec les Mongols, elle a peu à peu étendu ses frontières et son influence, surtout sous Ivan le Grand. Entre 1300 et 1533, elle annexe la majorité des principautés voisines. Ils ont vaincu les Mongols et déclaré leur indépendance, fondant ainsi le Tsarat de Russie en 1547. Cela a marqué le début de la Russie comme empire multiethnique et multireligieux. Entre 1550 et 1700, la Russie a gagné en moyenne 14 000 miles carrés par an via des campagnes militaires. La conquête des khanats de Kazan et d'Astrakhan a permis à la Russie de contrôler la Volga, sécurisant ses frontières orientales et ouvrant des routes commerciales vers la Perse et le Moyen-Orient, et a lancé l'avancée russe en Sibérie. L'élite politique russe a favorisé la colonisation de la Sibérie pour faire du Tsarat une puissance économique mondiale grâce à l'exploitation de ses ressources. Il ne fallait pas être distancé par les puissances européennes colonisant le Nouveau Monde. Quelque chose que les Russes étaient incapables de faire en raison de leur situation géographique, la Russie a commencé à établir des colonies plus à l'est, au-delà de l'Oural, atteignant finalement la côte Pacifique en 1639, contrairement à ce que faisaient les puissances européennes, ce qui a aussi profité à la Russie. La Sibérie n'a pas simplement été transformée en une série de colonies, mais a plutôt été pleinement intégrée au territoire russe. Leurs dirigeants gardèrent leurs terres s'ils reconnaissaient la domination russe et intégraient la Sibérie à la Russie. Ainsi, la Russie a conservé la région pendant des siècles, tandis que d'autres puissances européennes perdèrent leurs colonies. Ensuite, il y a eu la guerre de 13 ans contre la République des deux nations, où ils ont gagné des parties de l'Ukraine et de la Biélorussie. Et la Grande Guerre du Nord contre la Suède, où ils ont gagné les territoires de l'Estonie, de la Livonie et une partie de la Carélie. Avant que vous ne vous en rendiez compte, la Russie est passée de cela en 1500 à cela en 1700. Le Tsarat devient l'Empire russe, qui annexe la Finlande, une partie de la Pologne et des terres près de la mer Noire, après plusieurs guerres contre les Ottomans. Pour des raisons similaires à la colonisation de la Sibérie, ils conquièrent aussi l'Asie centrale, faisant de l'Empire russe le troisième plus grand de l'histoire. Avec 8,8 millions de miles carrés et plus de 125 millions d'habitants, il n'était dépassé que par les empires britanniques et mongols. Il s'agissait surtout du territoire russe à son apogée, puis après la chute de l'Empire, qui devint l'URSS en 1922. Après la guerre civile, elle a hérité de la plupart de ses terres. Ainsi, la Russie est devenue vaste et diversifiée, mais sa pérennité est une autre histoire. Après la guerre civile, lorsque Vladimir Lénine et les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, au lieu de créer un État-nation, ils ont soutenu une politique de délimitation nationale, inspirée des principes marxistes et du droit à l'autodétermination des nationalités. Ils pensaient que défendre l'autodétermination des peuples opprimés affaiblirait les impérialistes et favoriserait la révolution mondiale. Il admettait aussi qu'un État-nation centralisé ne pouvait gérer cette diversité sans susciter ressentiment et séparatisme chez les non-russes.
Comme si on ouvrait les vannes, beaucoup de sujets fédéraux ont été créés en Union soviétique. Mais nous n'allons pas en parler ici car nous le savons déjà. Elle a disparu, perdant ses républiques devenues indépendantes. Nous nous concentrons maintenant sur la Russie, ce vaste territoire. À l'époque, on l'appelait la République socialiste fédérative soviétique de Russie. L'organisation actuelle des divisions ethniques russes en découle encore largement. À travers ces 83 sujets fédéraux, ils se sont répartis ainsi. Il y a 21 républiques, chacune avec sa propre constitution, sa langue, sa législature et même son hymne national. Mais elles sont représentées par le gouvernement fédéral dans les affaires internationales. Il existe 46 oblasts et 9 kraïs, légalement identiques, seule la tradition les distingue par le nom. Les kraïs, souvent plus grands, sont situés près des frontières à l'est. Ce sont l'équivalent des États américains avec leur propre gouvernement régional. 4 okrougs autonomes, souvent gérés par des kraïs ou oblasts, sont dédiés à de petites populations autochtones ou minoritaires. Leur autonomie vise à protéger les droits et les moyens de subsistance de ces communautés. Il ne reste aujourd'hui qu'un seul oblast autonome, l'oblast autonome juif, alors qu'il y en avait 4 sous l'Union soviétique. Ce sont des oblasts avec leur propre gouvernance et des droits supplémentaires pour adopter des lois soutenant la culture et l'éducation des minorités. Elles sont, en quelque sorte, à mi-chemin entre un oblast et une république. Enfin, il y a les 2 villes fédérales, qui sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Elles sont considérées comme tellement importantes qu'elles fonctionnent indépendamment des oblasts qui les entourent. Imaginez New York comme un État indépendant, vous verrez l'idée. Et ensemble, ces sujets fédéraux forment l'actuelle Fédération de Russie, mot-clé fédération, parce que la Russie, en réalité, c'est juste un ensemble de nombreux pays en un seul, vous voyez. À l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie était à son plus bas. Boris Eltsine redoutait que les minorités ethniques, représentant 20% de la population russe, 24 millions, ne fassent sécession. Comme le bloc de l'Est envers l'URSS, il a déclaré aux régions russes « Prenez autant de souveraineté que vous pouvez ». Nous disons au peuple bachkir, au gouvernement de la Bachkirie, prenez la part de pouvoir que vous pouvez vous-même avaler. Ce qu'ils ont fait, sans aucun doute, profitant de l'instabilité de la Russie, ils ont obtenu des pouvoirs élargis sur leurs ressources naturelles, les forces de l'ordre et même certains aspects des relations étrangères et des politiques économiques. Mais cela a duré jusqu'à l'élection de Poutine. Respecter et protéger les droits et libertés de l'homme et du citoyen. Le passage de Lénine à Staline a marqué une centralisation accrue, la russification et la répression des identités nationales en Union soviétique, situation similaire sous Poutine. Au début de son premier mandat, Poutine a créé 7 grands districts couvrant toute la fédération. Afin de surveiller la cohérence entre les lois fédérales et régionales et d'assurer le contrôle gouvernemental sur toutes les agences de la région, il a même changé le système. Auparavant, les gouverneurs régionaux étaient élus, alors qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement choisis directement depuis le Kremlin. Il ne peut cependant ôter l'unicité de chaque république, et c'est sur ce point précis que je veux me concentrer. Les 21 républiques, ou plutôt seulement quelques-unes d'entre elles, celles que j'ai trouvées les plus intéressantes, celles qui vont montrer à quel point la Russie est diverse, en commençant par celle qui a la plus grande population de toutes, avec 4,1 millions d'habitants. La Bachkirie est-elle le foyer des Bachkirs ? Ils parlent majoritairement russe, mais aussi bachkir, une langue turcique. Nous, Bakar-Olatay, filles de mère malaise. Bien que la Russie soit vue comme une terre orthodoxe, ces peuples et d'autres républiques pratiquent en réalité l'islam. La terre du Bashkortostan est l'un des territoires les plus riches en minéraux de Russie, ce qui lui confère une importance extrême avec une grande part des réserves de pétrole russe. La République extrait 17% de l'essence et 15% du gazole du pays. Le Bashkortostan est reconnu comme la république au risque économique le plus faible, et sa valeur ne vient pas seulement du pétrole. La République compte plus de 13 000 rivières, dont beaucoup appartiennent au réseau fluvial, reliant aux ports de la mer Baltique et de la mer Noire. Plus d'un tiers de son territoire, soit 24 000 miles carrés, est riche en forêts. Et bien que cela ne soit pas particulièrement unique, la pertinence de ce fait l'est. Les forêts bachkires regroupent les plus grandes zones mellifères du pays. La République est réputée pour ses traditions apicoles et produit parmi les meilleurs miels de Russie et du monde. Le miel bachkir est reconnu internationalement pour sa qualité et ses saveurs uniques grâce à la flore locale.
En allant au sud-ouest du Bashkortostan, nous serions en République de Kalmoukie. Celle-ci est particulière car la Kalmoukie est habitée par les Kalmouks, qui sont d'origine mongole, ce qui en fait le seul peuple européen d'origine mongole. Les Mongols, tout comme les Kalmouks, ont le bouddhisme comme principale religion. La Kalmoukie est d'ailleurs le seul lieu en Europe où le bouddhisme prédomine. En plus de cela, la République de Kalmoukie est l'une des seules régions au monde où les tulipes poussent dans des conditions naturelles sur des terres vierges. Le festival annuel des tulipes, en avril, est aussi coloré que culturel. Kirsan Ilyumzhinov, ancien président de la Kalmoukie, a dirigé de 1993 à 2010. Il a aussi présidé la FIDE, l'organisme international des échecs, de 1995 à 2018, preuve de sa passion pour ce jeu. Elista, capitale de la Kalmoukie, a accueilli la 33e Olympiade d'échecs en 1998 et construit le complexe City Chess pour l'événement. Les échecs, profondément ancrés dans la culture de la République depuis les championnats du monde 2006, sont devenus un passe-temps national. À un moment donné, les cours d'échecs étaient même obligatoires dans les écoles. Ce mélange de caractéristiques extrêmement uniques fait de la Kalmoukie, sans aucun doute, l'un des endroits les plus intéressants d'Europe. Éloignons-nous de l'Europe et allons à l'autre extrémité de la Russie, ici. La République de Sakha, ou Yakoutie, située dans la région de l'extrême-orient russe. Tout cela n'est qu'une seule république, croyez-le ou non. Avec 1,2 million de miles carrés, c'est la plus grande entité politique non souveraine. Mais si on la classait parmi les pays par taille, elle arriverait en 8e position, entre l'Inde et l'Argentine. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une région du monde extrêmement froide. Sakha est célèbre pour la chaîne de Verkhoyansk, la zone la plus froide de l'hémisphère nord, où ont été relevées certaines des températures les plus basses. Oymyakon est la ville habitée la plus froide du monde, avec une moyenne hivernale de 58 degrés. Près de 40% de Sakha est au-dessus du cercle polaire arctique et tout le territoire est sous pergélisol. Comme vous le voyez, une grande partie de ce vaste territoire est inhabité ou très peu peuplé. Pourtant, sa capitale Yakoutsk est la grande ville la plus froide du monde, avec une température moyenne de 17 degrés. Les habitants d'ici sont appelés les Yakoutes, appartenant à un groupe ethnique turcique originaire du nord de la Sibérie. Ils parlent le yakoute, évidemment, qui est aussi une langue turcique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la langue iakoute diffère de toutes les autres langues turciques en raison de la présence d'une couche de vocabulaire d'origine incertaine. Malgré le froid, la Yakoutie est en réalité un lieu chaleureux et vibrant, au moins au figuré. Le peuple yakoute célèbre le Nouvel An 2 fois, une fois en hiver comme tout le monde, et une fois lors du solstice d'été, pour fêter le retour de la nature après l'hiver et la victoire de la vie. Ils organisent le festival Yéjak avec des rituels, cérémonies, danses, courses de chevaux, musique, cuisine et sports traditionnels yakoutes. Outre ces traditions culturelles, Yakoutsk dispose d'une industrie cinématographique dynamique, reconnue internationalement pour son style unique et la représentation de la République et de ses habitants. Elle est surnommée Sakhaoud, en revenant complètement vers l'ouest, à travers la Russie, située le long de la mer Caspienne, et à droite de la République tchétchène, qui est, soit dit en passant, la république la plus difficile à contrôler et la plus problématique de Russie, la OFF. Mais ça, c'est une toute autre vidéo, à part entière. Le Daghestan est-il en complet contraste avec la Yakoutie? C'est l'un des endroits les plus chauds de Russie et la république la plus diversifiée, avec seulement 3,1 millions d'habitants, plus de 30 groupes ethniques, 81 nationalités et 14 langues officielles. Au Daghestan, 83% de la population est musulmane en raison de la proximité avec le Moyen-Orient. Le nom Daghestan, issu du turc et du persan, signifie « terre des montagnes », ce qui est exact. Il est réputé pour son relief accidenté, avec la chaîne de montagnes du Grand Caucase qu'il traverse. Cette géographie a non seulement créé des paysages magnifiques, mais aussi une forte tradition de sport d'alpinisme. Peut-être que le sport le plus connu ici est les arts martiaux. Bien que la République soit petite, elle a produit des combattants de classe mondiale comme Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev. Derbent se revendique comme la plus ancienne ville de Russie, avec des documents du 8e siècle avant Jerté, faisant d'elle l'une des plus vieilles villes habitées sans interruption au monde. Dans l'ensemble, vraiment, toutes les républiques de Russie sont uniques d'une manière ou d'une autre. Beaucoup d'entre elles veulent même devenir leur propre pays à cause de cela. Et par conséquent, pratiquement toutes ont connu des mouvements de sécession. Il faut distinguer Rousski et Rossiane pour comprendre cela. Rousski désigne les Russes ethniques, en VC 78%, Rossiane tous les citoyens russes, quelle que soit leur origine. C'est comme anglais versus britannique. Être anglais, c'est aussi être britannique, alors qu'un britannique peut être gallois ou écossais.
Un Rousski est aussi un Rossianin, mais un Tatar ne peut être qu'un Rossianin, pas un Rousski. Les politiciens le savent pour éviter de froisser. Poutine utilise souvent Rossian dans ses discours pour inclure tous les peuples russes. Les amendements constitutionnels de 2020 désignent les Rousskis comme le peuple fondateur et principal de la Russie. Ce n'est pas surprenant car, comme je l'ai dit, Poutine tente de russifier la culture ethnique depuis des années. Peu importe que la formulation constitutionnelle soit sujette à interprétation ou non. Avec l'invasion de l'Ukraine, cette intensification devient réelle. Les minorités ethniques russes sont les principales cibles de la mobilisation pour la guerre. En République de Touva, on compte un soldat tué pour 3300 adultes contre un pour 480 000 à Moscou. Les hommes de la République de Bouriatie, d'origine mongole, ont 75 fois plus de risques de mourir que ceux de Moscou. La BBC a révélé que 6 des 10 régions russes, avec les plus forts taux de mortalité en Ukraine, sont en Sibérie et dans l'Extrême-Orient. Cela a suscité la colère de nombreuses républiques et la création de nombreuses organisations opposées, sans changement. Il faudrait une accumulation de défis lors d'une période vulnérable pour que la Russie s'effondre et que les républiques deviennent indépendantes, comme lors d'une évasion. Cette tempête a déjà eu lieu 2 fois le siècle dernier, lors de la Révolution russe et à la fin de la guerre froide. Cela ne se reproduirait sans doute pas aujourd'hui. Sous Poutine, Atimor Lovin a été compétent. Malgré des menaces et une tentative de coup d'État, Poutine a renforcé son pouvoir. Un monde post-russe devrait succéder à l'ère post-Poutine. Selon le Forum des Nations libres de la post-Russie, il est impossible de prévoir l'aspect des républiques après un éventuel effondrement de la Russie. Un forum créé par des séparatistes russes exilés facilite les échanges entre de nombreux mouvements indépendantistes russes pour anticiper l'effondrement et la décolonisation du pays. Ils prédisent que les nouveaux pays suivraient généralement les mêmes frontières qu'ils avaient en tant qu'oblasts et républiques comme ceux-ci. Mais soyons honnêtes, ce ne serait probablement pas le cas. Les frontières sur une carte obsolète importent peu lors d'une révolution. Mais la Russie subsisterait après une dissolution, même si son gouvernement était renversé. La plupart des habitants de l'ouest de la Russie sont russes, sauf si les oligarques créent leur propre faction. La Russie centrale, le nord-ouest et une partie de la Volga resteraient unis comme État successeur de la Russie. Cela pourrait se reproduire si l'histoire se répète. L'histoire se répète, une nouvelle république russe pourrait redevenir un État impérial plutôt qu'une démocratie, en poursuivant leurs politiques expansionnistes et en tentant de reconquérir des territoires. Bien que la communauté internationale soit unie sur la question nucléaire, chaque pays réagirait différemment à la crise. Le Japon pourrait tenter de reprendre les îles Kuriles perdues après la Seconde Guerre mondiale. Mais il est difficile de prévoir la réaction de l'Amérique et de ses alliés en Europe si la Russie s'effondrait. Il pourrait envoyer des troupes pour sécuriser les bombes nucléaires ou choisir de ne pas intervenir et laisser les mouvements indépendantistes agir, comme en 1991. Servir de médiateur dans les négociations entre les nouveaux États post-russes de l'Ouest, loin de la Chine, l'OTAN existerait toujours après la chute de la Fédération de Russie et deviendrait probablement plus importante. La nouvelle République russe, bien que plus faible, pourrait menacer ses voisins, poussant plusieurs républiques post-russes à vouloir rejoindre l'OTAN. Un peu comme les pays du bloc de l'Est l'ont fait au cours des décennies qui ont suivi leur indépendance, tout cela reste purement hypothétique, je vous le rappelle. Et si la Russie venait à s'effondrer d'une manière ou d'une autre, les républiques s'y pourraient même ne pas vouloir partir. Les jeunes Russes d'origine non ethnique, russes, s'identifient de plus en plus à une identité russe plus large, considérant leur héritage ethnique comme une identité davantage régionale. Quitter la Russie serait très coûteux, surtout pour les régions pauvres. De plus, la plupart des gens préfèrent éviter une rébellion et espèrent une réforme possible. La Russie est très diversifiée. Ces 21 républiques pourraient être 21 pays distincts tant elles sont uniques. Reste à voir si elles se libéreront un jour de Moscou. Merci d'avoir regardé.